l'eau, le thé, le café, la bière. Il y a très longtemps, ces 4 breuvages vivaient en harmonie. Mais un jour, le frigo fut vide. Jack disparut lorsqu'on avait le plus besoin de lui. Mais, 5 mois plus tard, je le retrouvai avec le scénario 5. C'est ainsi que commença cet épisode. Bonjour et bienvenue dans cette 5e chronique. Aujourd'hui, on va aborder un dessin d'animation qui emprunte plusieurs cultures et types d'animation. Une série de grande qualité nous narrant dans un monde médiévalo-asiano-fantastique une quête initiatique pour rétablir l'équilibre d'un monde. Chevauchez votre meilleur bison volant pour mieux vous présenter Avatar, le dernier maître de l'air ou Avatar, The Last Airbender. Avant de vous présenter le dessin animé, je dois vous présenter la chaîne qui l'a produit. Pour cela, revenons dans les années 90. Pas parce que c'était mieux avant, oui, mais non. Pour vous présenter un concurrent direct de Cartoon Network, qui était au coude à coude pendant des années, mais tout changea dans les années 2000 avec un dessin animé. Nickelodeon est une chaîne de télévision américaine proposant des programmes jeunesse, principalement des séries d'animation, mais aussi des programmes télévisés et des téléfilms originaux. Le 11 août 1991, Nickelodeon lance ses premières séries d'animation originales, créées sous la bannière Nicktoons, avec Ren and Stimpy, Doug et les Razmoket. Le network avait peur de ce pari, mais fut très vite rassuré, car leurs dessins animés furent des succès marquant la jeunesse de certains, ouvrant une nouvelle porte pour leurs propositions de divertissement. Si vous êtes un enfant des années 90, vous connaissez forcément ces programmes, ou ceux qui ont suivi, comme Arnold, La Famille de la Jungle, Les Castors Allumés, Rocket Power, mais c'est pas le sujet. Retournons très exactement le 21 février 2005 pour la série qui nous intéresse. Avatar, le dernier maître de l'air. Merde, ma voix. C'est une série d'animation américaine, non japonaise, donc le premier qui dit que c'est un animé, il goûte à la batte. C'est un cartoon qui emprunte le style animé, un peu comme les Totally Spies. La série est composée de 3 saisons, pour un total de 61 épisodes de 24 minutes, diffusée entre le 21 février 2005 et le 19 juillet 2008 sur Nickelodeon. C'est bien. Vous suivez. Entre 2001 et 2005, avec la déferlante d'adaptations de livres d'aventures fantastiques au cinéma comme Harry Potter, Le Monde de Narnia ou Le Seigneur des Anneaux, Nickelodeon, voyant le succès de ses œuvres, a eu envie d'exploiter le filon. Avec une série ayant pour base une aventure fantastique avec une mythologie. Mais pour les enfants, car Seigneur des Anneaux... Pourquoi? Mais pourquoi? Mourir, non. Tout cela pour tirer leur épingle du jeu et attirer une nouvelle audience sur la chaîne. Et aussi pour... Je sais pas, moi je dirais l'argent. Maintenant, passons aux créateurs. Créé par Michael Dante Di Martino et Brian Konietzko, 2 amis qui se sont rencontrés dans une école d'art, devenus collaborateurs plus tard. Tous 2 connus pour leur travail sur Family Guy, Mission Hill et King of the Hill. Ils ont été contactés par Eric Coleman, vice-président de la création d'animation de Nickelodeon, qui voulait développer un dessin animé, avec une mythologie et un jeune héros, auquel les enfants peuvent s'identifier. Ils ont proposé plusieurs idées, dont une, qui fut un mélange de leurs 2 idées. Un dessin de Brian Konietzko, que voici, pendant que Michael Dante Di Martino, après un cours de yoga, regardait un documentaire qui parlait d'une expédition au pôle sud. Il a mélangé ces 2 informations pour créer un scénario de départ qui ressemblait à celui d'Avatar. 2 semaines plus tard, elle a été proposée, acceptée et produite. La série a été écrite et produite dans les studios d'animation de Nickelodeon à Burbank. Ils partageaient les locaux avec l'équipe de Bob l'éponge. L'histoire prend place dans un monde où 4 nations vivent en paix et en harmonie, dans lesquelles les habitants peuvent acquérir des pouvoirs psychokinétiques, se matérialisant grâce à la pratique d'arts martiaux, en la maîtrise d'un des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu ou l'air, ou rien quand on n'a vraiment pas de chance. Ces 4 nations sont sous la protection de l'Avatar, seul être pouvant contrôler tous les éléments, qui a pour but de gérer l'équilibre entre les mondes et avec les esprits. Mais un funeste jour, la nation du feu attaqua la nation de l'air, la réduisant à néant. Aucun n'eut survécu. Et l'Avatar disparut. 100 ans plus tard, Katara et Sokka, 2 frères et sœurs vivant dans la nation de l'eau du pôle sud, retrouvent dans un iceberg un jeune moine dans un état de biostase, du nom de Aang, qui se révèle être la dernière incarnation de l'Avatar, et devra grâce à leur aide rétablir l'équilibre du monde. Mais il ne contrôle qu'un élément, l'air, et devra donc, avant d'affronter la nation du feu qui a depuis gagné en puissance, apprendre à contrôler les 3 autres éléments, et donc trouver 3 grands maîtres pour lui enseigner. À la suite de son réveil en toute discrétion... Non mais vraiment quoi! C'était obligé le flash lumineux! Toute la nation du feu se lancera à sa poursuite, dont l'un des plus dangereux représentants, le prince Zuko, un prince déchu accompagné par son oncle, le général Hiro, qui cherche à regagner son honneur en rapportant l'avatar vivant à son père, l'empereur Ozai. Bien que des années d'entraînement méthodique soient requises pour maîtriser l'un des seuls éléments, Aang doit les contrôler tous,
afin de pouvoir défaire le seigneur du feu Ozai. Le temps presse. S'il n'y arrive pas, l'équilibre du monde sera brisé à jamais et ne pourra être rétabli. C'était long! Et encore là, je fais que survoler l'intrigue. Commençons par le plus chauve, Aang. Il est le personnage principal de la série. Il adore voyager, il ne manque jamais une occasion de s'amuser, malgré ses 112 ans. Il a appris qu'il était l'avatar en choisissant parmi des milliers de jouets, 4 jouets bien spécifiques. Ce rite existe dans la culture bouddhiste tibétaine. C'est un test similaire qu'un enfant doit réussir pour être reconnu en tant que la réincarnation du Tulku Lamai. Mais je digresse. Il aura appris les rudiments de son élément naturel par les moines de son temple, notamment par le moine Gyatso, son précepteur. Mais ne voulant être l'avatar, il fuit une nuit de tempête. Il fuit sa responsabilité, ce qui le sauva du génocide de ses frères moines. Bravo! Beau message pour la jeunesse. Fuyez vos responsabilités, ça peut sauver le monde. Katara est une apprentie maître de l'eau au début de la série. Apprenant en autodidacte, elle deviendra le premier maître de Aang, lui apprenant le peu qu'elle sait. Ne sachant pas se battre ni maîtriser son élément, elle se perfectionnera au fur et à mesure de l'aventure, et deviendra une combattante badass, et sera même capable d'apprendre une maîtrise bien plus puissante de son élément. Elle est mature et responsable, et par moments assez têtue. Elle se préoccupe beaucoup des autres, et elle est prête à mener le groupe quand les choses vont mal. C'est un peu la maman du groupe, car à la mort de sa mère tuée par la Nation du Feu, elle dut prendre son rôle. Elle porte notamment son collier comme souvenir. Sokka est le dernier guerrier de la tribu de l'eau du pôle sud. Il ne contrôle pas d'éléments, mais la série lui laisse plusieurs opportunités pour démontrer sa principale qualité, son esprit d'invention. Piètre soldat au début, ses aventures lui permettent d'améliorer ses capacités de guerrier, utilisant comme arme fétiche son boomerang. Il est immature, sarcastique, un peu misogyne, il sera dans l'aventure le comic relief. Il a toujours le bon mot pour la bonne situation. Dû aux improvisations de son acteur de doublage, la team Avatar possède aussi 2 animaux de compagnie, qui, faut pas se le cacher, sont des bons produits dérivés. Je veux cette peluche. Ce sont les animaux de compagnie de Aang, qui sont tous deux originaires de son temple. Momo, qui est un lémurien fusionné à une chauve-souris, et Appa le bison volant, qui est la fusion d'un bison et d'un lamantin. Mais dis-moi, Jake, comment un truc aussi gros peut voler? Mais c'est très simple, tout. Dans ce monde, certaines créatures peuvent contrôler les éléments. Ce sont les maîtres originels. C'est aussi pour ça que Aang possède son tatouage, c'est une référence au bison volant. Mais c'est aussi super classe que ça vole. Maintenant, passons au méchant. Zuko, fils du Seigneur du Feu, qui a été exilé et défiguré par son propre père, pour qu'il se souvienne de son affront. Il ne pourra revenir qu'en capturant l'Avatar. Il est impulsif, empli de haine, et il est obsédé par cette mission, car il veut à tout prix retrouver son honneur perdu. Il s'interroge sur le but de cette quête et de sa vie, et montre différentes facettes de sa personnalité. Un peu comme sa tronche. Hiro, frère aîné du Seigneur du Feu, général respecté et oncle de Zuko. Il était destiné à être le Seigneur du Feu, poste usurpé par son frère. Il est surnommé le Dragon de l'Ouest, car il aurait tué le dernier des dragons. Il assiégea autrefois la capitale du royaume de la Terre, Ba Sing Se. Il accompagne Zuko dans son exil, le considérant comme son propre fils. Il est tout son contraire, sage et calme. Il l'aide du mieux qu'il peut dans ses tentatives de capture de l'Avatar, et il se révèle être aussi un sage mentor pour ce jeune prince. Bien que faisant partie de la Nation du Feu dès les débuts de la série, on ne sait pas de quel côté il est. Cet ancien général possède toutefois un rêve, avoir son propre salon de thé. Il a en effet une infime passion pour ce breuvage aux multiples saveurs, avec une petite préférence pour le thé au jasmin, tout en jouant au païcho. Bon, pour les coups de cœur, j'en ai plusieurs. 2 personnages et 2 doubleurs présents dans la série. Pour les personnages, nous avons Hiro, qui, plus on avance dans les épisodes, plus on en découvre sur lui. Il se révèle de plus en plus épique et mystérieux, et avec un passé tragique, mais aussi grâce à son acteur et doubleur VO, le feu Makoto Iwamatsu, mort le 21 juillet 2006. Il a joué notamment dans Conan le Barbare, Pearl Harbor. Je le connais surtout pour avoir doublé Haku dans Samurai Jack. Pour moi, sa meilleure performance se trouve dans l'épisode 9 de la saison 2, où il explique la maîtrise de chaque élément, leurs différences et leur origine spirituelle. Quand il parle, on l'écoute sans l'interrompre, car il y a un petit quelque chose dans sa voix qui lui insuffle de la puissance et un charisme. Suite à son décès, ils ont décidé de réduire la présence d'Hiro dans la série. Greg Baldwin reprend parfaitement ce rôle, je m'en étais même pas rendu compte. Pour le deuxième acteur de doublage, on retrouve Mark Hamill, qui n'est d'autre que Luke Skywalker de Star Wars, mais aussi Skip de Regular Show, mais surtout le meilleur Joker. Ici, il incarne avec justesse un seigneur despotique. Et pour mon dernier coup de cœur, nous avons Toph, qui est une jeune fille aveugle contrôlant la Terre. Pour vous la présenter, je vais vous montrer sa première apparition, et aussi son premier combat, qui ne représente que 1/10 de son potentiel. Nous autres voyons par nos yeux, et d'autres par les mains. Mais elle, c'est ses pieds qui lui permettent de voir. Tout au long de la série, elle nous prouve que son handicap n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce qui ne l'empêche pas de faire des blagues dessus. Elle est là, regardez! C'est l'effet que ça fera quand l'un d'entre vous la verra.
Ce que j'adore dans ce personnage, c'est qu'à la base, il n'était pas prévu comme ça. Elle aurait dû être un homme imposant, d'où son nom, Toph. Mais pendant l'écriture du personnage, l'un des scénaristes a fait une blague, en proposant que le personnage ressemble à une petite fille faible. Idée qui n'a pas plu à Colenso sur le moment, mais l'équipe a travaillé en secret sur le personnage pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Si vous voulez en découvrir plus, il faudra regarder la série. Ah, petite info supplémentaire, Toph est doublée par l'actrice de doublage de Dora. Bonjour, je m'appelle Dora. Maintenant que vous le savez, vous pouvez plus passer à côté. Passons aux qualités. L'histoire et les personnages sont très bien écrits et crédibles par leur évolution. Il n'y a pas de personnages qui sortent du lot, car ils ont tous une histoire bien détaillée, qui permet de s'attacher à eux avec un bon nombre de personnages féminins forts. Il y a très peu d'épisodes sans intérêt, car ils apportent tous quelque chose à l'histoire. Les combats sont bien chorégraphiés, surtout les derniers. La série possède aussi un bon doublage VO-VF. Les mythologies asiatiques et les différentes inspirations sont plutôt rafraîchissantes et nous sortent de notre quotidien. La série s'améliore de saison en saison, gagnant en maturité et devenant de plus en plus sombre. Pour les points négatifs, la saison 1 n'est pas très palpitante, mais elle a pour but de nous montrer les lieux clés de l'intrigue. Certaines histoires d'amour sont mal amenées, voire annulées en cours de route. Et la série parle aussi très peu du monde spirituel, mais se rattrapera dans sa suite. Avant de passer à la conclusion, le film a eu droit à une adaptation au grand écran. Mais si vous voulez la passer, je pose un timecode ici. Et vous allez louper un truc. Sérieusement. Attends, tu fais une critique dans une critique? Oui. Critiqueception. Après tout ce que je vous ai présenté, vous dites qu'une série comme ça ne peut donner qu'un bon film de fantasy, avec des bons combats, tout en sachant que Colenso et Di Martino sont des consultants du film. L'histoire est déjà écrite, l'univers est vaste et riche, et les personnages sont petits oignons, ça peut donner qu'un bon film. Le film il est fait par M. Night Shyamalan, le réalisateur et auteur de Sixième Sens, mais aussi de Signe ou Incassable. Le film peut être bon. Il a découvert la série grâce à sa fille. Après 4 épisodes, il avait la volonté de faire une trilogie. Pour pouvoir en parler, on va devoir regarder Le Dernier Maître de l'air. Pour cela, on va le faire en grande pompe. Attends, pourquoi ils ont changé de titre ? Allez, envoie le film. Two hours later. Commençons par les points positifs, parce que le film possède plein de défauts pour une poignée de qualité. Bon, certains choix artistiques sont plus ou moins réussis. Le tatouage de Aang est plus classe que dans le dessin animé. Les effets visuels sont plutôt jolis et bien réalisés. Certains combats sont bien chorégraphiés, comme celui-ci. L'histoire a eu le droit à certaines adaptations compréhensibles du haut support. Mais ils ont aussi fait certains choix qui m'ont fait plus que rager. Mais c'est quoi cette prison? Mais regardez-moi cette pauvre muraille en bois! Et ce sol! C'est composé à 100% de terre. Une prison de terre pour emprisonner des gens qui maîtrisent la terre. Bon, ça c'est un échec critique d'intelligence. Normalement, dans le dessin animé, ils sont dans une prison faite à 100% de fer et perdue au milieu de l'océan. Et avec 0 g de terre. Shyamalan n'a rien compris au personnage et je vais vous en faire une petite liste. Sokka n'est pas drôle, Katara est une chouineuse. Ce n'est pas du tout la même, adieu le côté leader et maternel. Aang est passable, mais par contre, Appa. Mais Appa, sa tête hante mes cauchemars. Pour Zuko, je voulais jouer au jeu des une erreurs. Où est la cicatrice? Elle est ridicule. Bon, l'acteur de héros n'est pas mauvais, mais il ressemble pas au héros de base. Je ne remets pas en cause ses origines. Car 1. Le film ne respecte pas les couleurs de peau et c'est un choix artistique. Il n'a pas le physique du personnage. Hiro est une personne âgée avec un peu d'embonpoint, qui peut passer du rôle comique au rôle sérieux. J'aurais une proposition pour Hiro. Prends Jean Benguigui et on le maquille. Ouais, on prend le maître de Karate Kid. Ouais, ça peut le faire. Ouais, il a plus le physique. Bon, ok, je me plains de Hiro, mais il est pas mal. Mais le pire, c'est le Seigneur du Feu. Comment ils ont pu réussir à le foirer autant? Ils avaient qu'un job. Si vous connaissez la série, vous avez dû verser une larme, car passer de Mark Hamill à ça fait mal, putain. Bon, pour les autres, je vous en laisse la surprise. Au niveau des pouvoirs, ils ne respectent pas le pouvoir du feu. Le feu se matérialise grâce à l'énergie spirituelle de la personne, et non juste utiliser bêtement le feu à portée. Ceci n'est pas un défaut du film, mais le fait de faire des pirouettes pour faire les attaques, je trouve ça un peu inadaptable. On dirait des Mongols. Eh, t'as vu? J'adapte les blagues. Mongols, asiatiques. Ils ont reproduit le début du générique, qui est super bien reproduit. Mais ils ont enlevé le résumé de Katara pour le mettre après, avec une pancarte animée. Un autre défaut, ça parle trop, et surtout pour rien dire. En ces temps de guerre, la nourriture est On rare. s'en fout! Ce film est sorti pendant la période de dégringolade de Shyamalan, où il sortait des films comme La jeune fille de l'eau ou Le village, qui ont été des échecs critiques et commerciaux. Je trouve ce film décevant, car il n'a pas su retranscrire l'esprit de la série. Le film est moins bien que l'œuvre d'origine. Les personnages semblent être présents, mais ils n'ont pas leur substance habituelle. Et le format est bien trop court pour cette œuvre. Elle aurait au moins permis de lui donner plus de visibilité, et d'apprécier plus l'œuvre d'origine. Mais si vous l'aimez, tant mieux. Mais Jack, pourquoi il nous a parlé de ce film? Bah,
tout simplement, car les deux créateurs ont donné leur avis, dans l'épisode des comédiens de l'île de Braise, saison 3, épisode 17. Dans cet épisode, tous les personnages de la série regardent une pièce de théâtre, avec des pâles copies d'eux-mêmes, leur permettant aussi de placer quelques anecdotes de réalisation et de production. Et je leur dis chapeau. C'est une œuvre qui fait réfléchir, qui n'est pas qu'un dessin animé avec des combats et un méchant à les tuer, mais une œuvre qui a voulu nous présenter une aventure avec un héros qui sort de la banalité, qui au début n'a pas les épaules pour son rôle, qui même le fuit. Il ne veut pas être le héros, mais il devra le devenir pour sauver ses amis et les gens qu'il aime, mais aussi pour réparer les erreurs de sa vie antérieure, en tant qu'avatar Roku, un avatar de la Nation du Feu. La série a aussi l'intelligence de ne pas nous montrer le peuple du feu comme des monstres qui veulent juste tout ravager et brûler. Les autres nations ne sont pas si propres qu'ils n'y paraissent. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Mais les personnages ont des nuances de gris. Le dessin animé n'est pas manichéen. Par exemple, parmi le peuple du feu, il y a des citoyens lambda qui se font endoctriner par un régime totalitaire. Les jeunes sont endoctrinés dès l'école pour faire de parfaits petits soldats. Cette nation a aussi génocidé tout un peuple. Ils sont technologiquement plus avancés, même technologie qu'ils utilisent pour dominer les autres peuples. Ils ont aussi reproduit le discours d'un petit moustachu, montrant à un public plus jeune les heures les plus sombres de notre histoire, avec une certaine subtilité. Dès les débuts de la série, on nous présente le feu comme incontrôlable et destructeur, mais les autres sont pas en reste. Attendez de voir ce qu'est réellement capable de faire l'eau. Chaque élément possède une amélioration qui améliore les combats, mais aussi apporte une diversité au niveau des styles de combat. Ceci apporte une autre dimension au pouvoir, qui ne sont pas caractérisés par un seul truc. Les éléments sont opposés physiquement et complémentaires spirituellement, apportant un bon message comme on peut apprendre des autres cultures et inversement. Malgré nos différences, on se ressemble tous, car chaque maîtrise d'un élément a pour base une énergie, le chi. C'est ici que les non-maîtres tirent leur épingle du jeu. Certains ont compris comment paralyser cette énergie, rendant les maîtres et les non-maîtres incapables de se déplacer. Mais c'est pas commun pour le moment. La série est fortement inspirée par plusieurs cultures. La culture asiatique, chinoise, japonaise, hindoue, bouddhiste et aussi inuite, qui sont ici mises à l'honneur. Tout cela ne serait rien sans cette animation et son style graphique, avec des personnages qui sont très inspirés des dessins japonais, tout en gardant une identité cartoonesque. Il faut 10 mois pour faire un épisode entre toutes les étapes de production, tout en sachant que l'équipe travaille sur 3 épisodes à la fois. L'animation a été réalisée par 3 studios coréens différents, Moi Animation Studio, JM Animation et DR Movie Animation Entertainment. On peut souligner l'intelligence des deux créateurs qui voulaient créer une série en inspiration asiatique, et on choisit logiquement des studios asiatiques coréens de talent pour l'animer. Mais on te regarde des animés Mais intéressons-nous au terme de l'avatar. Change pas de sujet. Il vient du mot sanskrit avatala, qui signifie descente. Il est la représentation d'un dieu incarné dans un être mortel. Dans la mythologie hindoue, souvent les dieux se manifestent sous la forme d'avatars pour rétablir l'équilibre sur Terre pendant une période néfaste. Dans le générique, des caractères chinois apparaissent au-dessus du mot avatar, qui signifie intercesseur divin qui est descendu dans le monde des mortels. Les arts martiaux sont choisis avec grand soin, nous montrant les mentalités de chaque maîtrise et peuple. Ils ne voulaient pas seulement copier des arts martiaux, mais ils voulaient les intégrer à l'œuvre. Pour cela, ils ont fait appel à Sifu Kisu, qui leur a proposé différents arts martiaux pour représenter chaque élément. Le Shaolin Kung Fu, qui est agressif, représentera le feu. Le Tai Chi, qui est agile et souple, représentera l'eau. Le Hungar, qui est tout en puissance, représentera la terre. Et le Bagua, avec des mouvements circulaires comme des tornades, représentera l'air. Il a aussi enseigné à toute l'équipe de création les arts martiaux, mais surtout aux animateurs, pour qu'ils puissent reproduire tous les mouvements, pour mieux les retranscrire et les comprendre. Brian Konietzko a aussi donné de sa personne pendant les séances de Kung Fu avec Sifu Kisu. Les séances étaient filmées dans la salle de sport du Nickelodeon pour être réutilisées plus tard avec la méthode de la rotoscopie, pour obtenir les mouvements les plus organiques possibles, mais aussi pour martyriser l'un des deux créateurs. Petite anecdote, pendant la saison 3, Konietzko était en train de se battre contre Sifu Kisu à l'épée. Ils se sont fait surprendre par la championne de tennis Serena Williams, qui est une fan de la série. Suite à ça, elle a même eu le droit à un petit rôle. Elle joue une gardienne de prison dans la saison 3. Les musiques de Jeremy Zuckerman et de Benjamin Wine jouent un rôle important dans la création de l'atmosphère de chaque épisode. Les sentiments sont projetés grâce à la musique, ce qui donne à la bande-son un aspect important dans la production de la série. La bande sonore d'Avatar a de nombreuses influences asiatiques, étant donné que le dessin animé contient de nombreuses connexions avec cette culture. À chaque début d'épisode, nous avons la présence d'un leitmotiv qui nous indique ce qui va se passer dans chaque épisode. Un grand effort a été consacré à la composition des derniers épisodes, qui ont été réalisés par un orchestre pour rendre les scènes plus épiques et cinématographiques. En conclusion, avec une première saison qui a du mal à décoller, assez enfantine mais qui permet de poser des bases solides pour l'intrigue, ce n'est réellement qu'à la saison 2 que tout commence. Avatar The Last Airbender n'est pas aussi simpliste qu'il n'y paraît. La série se révèle être vaste autant dans sa narration que dans l'histoire, ses mythologies ou ses références. Le spectateur se retrouve entraîné dans son histoire et par son style. Cette œuvre originale pour nos productions occidentales est le fruit de deux passionnés
d'animation asiatique, qui ont su s'entourer des meilleurs éléments. Et point qui me semble important, la série était écrite à l'avance depuis le début, car pour Colienzo, une histoire sans fin n'est pas une bonne histoire. Les auteurs, grâce à cette œuvre, ont voulu faire réfléchir les spectateurs, et ont par la même occasion créé l'une des meilleures séries d'animation, parfaitement doublée, écrite, animée, et on ne peut faire mieux. Cette série est à ne pas rater, pour toutes les raisons que je viens de citer. Je pourrais vous en parler des heures de cette série, mais cette émission n'a qu'un but, vous y faire intéresser. Maintenant, vous savez ce qui vous attend si vous voulez vous mater le reste de la série. Bye! Ouais, j'avoue, elle est cool cette série en fait. Tu vois? Mais perso, je suis plus genre vieux film, genre Rocky, Highlander. Y a pas d'œuvres de dessins animés qui mélangent genre les trucs badass avec de la magie. Oh putain, attends, j'ai ce qu'il te faut. Mais c'est quoi ça? De la bombe.